Art et culture sur UNRCF Belgique. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute des programmes de UNRCF. Il est 16h, l'heure de tout savoir sur les artistes qui font la vitalité de la scène artistique contemporaine en Belgique. Art et culture sur UNRCF Belgique. Bienvenue à l'écoute de Regard. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Alain. Jean-Marc Richard qui est avec nous dans cette émission. Damien Dupont qui est notre ingé son. Tout va bien Damien ? Oui, je vois ça. Très très bien. Merci d'être fidèle au rendez-vous, de nous écouter ce soir encore pour cette émission pour mieux voir et comprendre l'art d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui justement, nous vous invitons, Jean-Marc et moi, à découvrir Guillaume Bottazzi. C'est un artiste visuel français de renommée internationale. Il est né en 1971, est installé à Bruxelles depuis 2012. Il développe depuis plus de 30 ans une œuvre singulière qui dialogue avec l'architecture, l'espace public et notre perception. Alors, pionnier de la neuroesthétique appliquée, Guillaume Bottazzi crée des œuvres monumentales conçues pour favoriser le bien-être et l'équilibre mental. Ses réalisations prennent place sur des immeubles, dans des musées, des hôpitaux, des lieux de travail ou de vie collective. Alors l'artiste a signé, tenez-vous bien, il a signé plus de 180 œuvres publiques en Europe, en Asie, aux États-Unis, pour des institutions prestigieuses comme le musée Mori, le musée Miyano Mori, le Centre national d'art de Tokyo, Paris La Défense, la ville de Bruxelles ou encore le gouvernement de la métropole de Tokyo. Incroyable parcours. Et ce parcours, donc, il a débuté à Florence, presque dans la rue, j'aurais envie de dire. Après s'être heurté au refus de sa famille, il nous expliquera tout cela tout à l'heure, hein. Il étudie alors ensuite à New York, se forge quasiment seul. Il poursuit une carrière qui l'amène à collaborer avec de grands architectes et des institutions. Alors ces œuvres monumentales, certaines atteignent d'ailleurs plusieurs centaines de mètres carrés, transforment durablement les paysages urbains. Elles font vraiment désormais partie du patrimoine contemporain, comme à Tokyo, comme à Paris La Défense, Bruxelles ou Hong Kong, comme nous le disions tout à l'heure. Donc notre invité, Guillaume Bottazzi, il est également auteur d'un livre pédagogique pour initier les enfants à l'art, et Dieu sait que nous aimons ça. Et il a fondé sa propre maison de création, à la manière des maisons de haute couture, on dirait. Et puis, à travers ses œuvres sensibles et immersives, Bottazzi, il redonne une présence à l'art dans notre quotidien, une présence qui, selon lui, a peu à peu disparu. Alors son travail interroge nos perceptions et il cherche avant tout à faire du bien. Et ça, c'est ce qui est important. Bonsoir et bienvenue dans notre émission. Bonsoir. Jean-Marc. Oui, bonsoir Guillaume. Alain l'a dit, vous avez un parcours tout à fait atypique, très fourni, très fouillé. Alors, avant d'entrer dans la description pour nos auditeurs de votre travail, qui est un travail monumental, qui est un travail de peinture et de fresque, de spatialisation picturale, revenons un peu sur votre formation, sur vos origines. C'est quoi ? C'est Florence, c'est ça qu'Alain mettait en avant ? Oui, moi je dirais aussi comment l'envie d'être artiste vous est arrivée. Oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours un lien entre le passé, le présent, le futur. Pour citer Spinoza, c'est que quand j'étais petit, ma mamie s'est occupée de moi parce que ma maman allait à l'école et travaillait et j'avais pas de papa. Et j'étais passionné par cette mamie, inspiré par cette mamie, et que je dessinais. Voilà. Donc chez elle, il y avait des tonnes de dessins sur les murs du sol au plafond, avec sa représentation, une mamie qui faisait des crêpes, une mamie qui tricotait, etc., etc. Voilà. Donc je pense qu'au fond. J'ai toujours eu de l'appétence pour le visuel. Et puis ensuite j'ai enfant été
après l'école, toujours dans les bureaux de ma mère. Qui faisait quoi? Qui était architecte d'intérieur. Ça, oui, oui, oui. Et c'était des bureaux avec plusieurs architectes en fait sur un immeuble. Donc en fait, j'étais vraiment immergé dans ce monde. Et puis je m'ennuyais à l'école aussi. Alors, j'ai pris des cours du soir d'architecture d'intérieur quand j'étais petit. C'était un peu bizarre parce que c'était pas des gens de mon âge. Et puis j'ai participé aux réflexions de conception, de couleurs, de matériaux, et très très jeune en fait. À quel âge ça À partir de 11 ans. Ah oui, déjà très précoce. Ouais. Et tous les soirs, tout le temps en fait. Et donc je pense que j'ai eu la chance d'être sensibilisé pas pour m'émerveiller. Oui. M'émerveiller, et la capacité à s'émerveiller, c'est de là que tout part. Et vous étiez en France à ce moment-là, chez votre grand-mère, en Italie? Alors là, j'étais à Lyon. Voilà, à Lyon. Je suis né à Lyon. Oui, vous êtes lyonnais. Oui, lyonnais, et donc Les petits bouchons. voilà, Oui. et les connais quenelles, bien. etc. Et donc j'étais à Lyon, et j'étais je parle des bureaux d'architecture. Oui. Le soir après l'école, et donc tout a commencé comme ça. Votre maman était sensible aux arts, donc, puisqu'elle était architecte d'intérieur. Et comment se fait-il que votre famille, finalement, ne vous soutenait pas vraiment dans votre choix? Parce que c'est pas si simple. C'est-à-dire que quand on a une vie difficile, on ne souhaite pas forcément à ceux qu'on aime. C'est pas une question de valeur. C'est-à-dire que j'en tiens aucune rigueur. Mais parfois, il arrive que des artistes aient des difficultés à vivre de leur activité. Oui, c'est clair. Et donc la majorité. Je crois que c'est pour ça. Oui, parce que par exemple, il y en a beaucoup qui vivent ce qu'on appelle sous perfusion. Il y en a quand même peu qui arrivent à vivre de leur activité correctement. Et je crois que c'est ça sa crainte. Donc ça a été une phase de rupture, parce que j'ai décidé à l'époque, à 17 ans, d'être peintre. Et donc à 17 ans, c'était fait. À 17 ans. Tiens. Et d'en faire mon unique activité pour toujours. Vous avez suivi des cours pour ça? Vous avez été dans une école artistique? Vous avez suivi une formation? Vous avez fait ça de façon autodidacte? Pas vraiment non plus. C'est très ambigu. C'est cabossé comme départ. C'est compliqué. Je suis parti à Florence. Voilà, c'est ça. C'est à ce moment-là. Et à Florence, j'ai appris la peinture, à peindre. Mais j'avais pas d'argent, parce que j'étais en rupture familiale. Et donc je suis parti tout seul. Et je vivais dans la rue. Donc j'essayais de vendre mes dessins dans la rue pour avoir de quoi manger. Et là, vous avez 20 ans, c'est ça, quelque chose 17 ans. 17 ans, ah oui, à 17 ans. Oui. Incroyable, hein? Oui. Et ça a été vraiment une expérience vraiment très importante pour moi, pour plusieurs raisons, parce que j'ai appris que quand on a faim, on pense pas. Déjà, c'est intéressant, je trouve, de savoir ça, parce que ça a permis ensuite de me projeter un peu. Et puis j'anticipais un petit peu ce qui se passait dans la rue. J'avais un peu disons les lumières à chaque étage, pour prendre une expression marseillaise. Et donc j'évitais les problèmes.
Et j'ai rencontré beaucoup de gens bienveillants. Et j'ai appris qu'il y avait plein de monde. On n'imagine pas combien les gens sont gentils, combien les gens sont attentionnés. Et quand on le vit comme ça, moi j'ai encore de l'émotion. Quand je suis reparti d'Italie, un de mes amis à l'époque courait après le train en pleurant. Ça a été une si belle histoire que c'est un moment important pour moi. C'était chaud en couleur, et puis finalement avec un peu de jugeote, on peut vivre dans la rue, on peut vivre bien avec et puis voilà, ça a été une vraie belle histoire. Et vous peigniez quoi, vous dessiniez quoi à cette époque? Vous dites que vous essayez de vendre vos dessins. C'était quoi votre art? Alors j'ai appris à peindre. Alors malheureusement à l'époque je pensais qu'il fallait savoir tout faire. Ouais. Donc c'était extrêmement classique. C'est figuratif. Appris, des techniques genre Ingres, etc. Donc ça a pas beaucoup d'originalité aujourd'hui, mais bon, c'était le début. Ouais. Et donc voilà, ça a été vraiment une très très belle expérience pour moi, et des gens qui resteront dans mon cœur toujours, parce que malgré mon besoin de manger, j'ai vécu des choses extraordinaires. C'était vraiment formidable. C'est une expérience qui vous a donné un peu confiance en fait en votre démarche. C'est une expérience qui était transitoire entre un garçon qui vivait chez sa maman et un garçon qui devenait grand, parce que je crois que quand on n'est pas autonome, on n'est pas un homme, et qu'à partir de ce moment-là, quand on est autonome, on le devient. Et ensuite, plus tard, après Florence. Voilà, après Florence, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai par hasard envoyé une lettre de candidature auprès du ministère de la Culture pour avoir un atelier et un logement. Français, alors là. Français. Oui. Oui, parce que bon, en Italie, j'étais pas. Et donc, il y avait beaucoup de candidatures, et ma lettre de candidature était très très sommaire. Il y avait une phrase. C'était: je cherche un atelier pour peindre. Et qui était le ministre de la Culture à l'époque, quand vous envoyez cette lettre, vous vous en souvenez? J'en sais rien, mais ça passe par la DRAC, si vous voulez. Ça passe par les DRAC, c'est-à-dire que c'est régional. C'est ça. Mais c'est pas immédiatement au ministère. Non. Et vous aviez quel âge au moment de cette lettre? 20 ans, quelque chose comme ça. J'ai été choisi. Alors, il y avait qu'un atelier à l'époque. C'était le premier. Et il y avait 10 000 candidatures quand même. Et vous avez été choisi. Et j'ai été choisi, et ils m'ont dit que c'est parce que ma lettre était tellement simple que ça sentait le vrai. Donc à Lyon, dans la région lyonnaise. Sur les pentes de la Croix-Rousse. Oui. Très intéressant. Quelle merveilleuse histoire. Écoutez, c'est rare qu'on ait un parcours aussi viscéral, si j'ose dire. Et là, dans cet atelier, alors, les formes flottantes commencent à naître, ou vous êtes encore en recherche. Quand je dis les formes flottantes, c'est votre signature, quelque part. C'est ces espèces de vorticisme bouffant, si je dois... Alors, en fait, non. En fait, c'est avant que... c'est très bizarre, parce que j'ai fait ma première exposition personnelle en 92. C'était à l'Alliance française de Lyon. Et là, j'ai trouvé ma facture personnelle. C'est à ce moment-là que votre style se développe. C'est avant, oui. Où j'ai vraiment trouvé quelque chose qui me semblait m'orienter définitivement vers une sorte de quelque chose d'abouti. Comment vous le définiriez? Parce que moi, j'ai dit,
vorticisme bouffant. Alors, pour les auditeurs qui ne sont pas, je dirais, qui sont initiés, tout à fait. Ouais. Comment dire? Eh bien, ce sont des formes abstraites segmentées. Donc, c'est pas de l'abstraction géométrique. C'est pas vraiment de l'abstraction lyrique non plus. Donc, c'est pas des plages de couleurs. C'est pas des polygones, pour être très clair. Mais ce sont des arcs, des traits avec des densités de couleurs qui se répondent. Et tout ça organisé. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du mouvement, il y a quelque chose de l'ordre de la vapeur colorée, je dirais de la lumière aussi, qui dialogue. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de vous avoir derrière notre micro. Vous avez un style tout à fait particulier et propre. On retrouve ça très personnel. Ah oui, nulle part dans l'abstraction. C'est difficile à situer. Vous, comment est-ce que vous pourriez définir? Est-ce que vous avez déjà une définition? J'ai été très touché par une critique qui a été faite à Hong Kong sur mes travaux lors d'une exposition qui disait que finalement j'étais quelqu'un qui était un petit peu en dehors des modes et du temps, et qui faisait sa propre histoire de manière un peu une sorte de pas de côté. Après, ça, si vous voulez, ça fait 33 ans, plus de 33 ans que je peins. Alors, pour définir une œuvre en quelques phrases, ce serait triste. Ouais, c'est vrai. C'est réducteur, comme un de nos invités me le dit. Voilà, disons que je voulais quand même parler à la Belgique, parce que à cette époque-là, j'ai cherché à exposer, donc j'étais jeune artiste, j'ai cherché à exposer un peu de partout à Londres. J'ai exposé à Londres, en Asie du Sud-Est, en Afrique du Sud, et en Belgique, à Bruxelles. Et Bruxelles a été important pour moi parce que ça m'a permis de gagner ma vie dans mes débuts. Oui. Et donc c'est ça la Belgique, c'est-à-dire que la Belgique, faut comprendre que c'est un lieu. Bon, aujourd'hui, je suis un peu cher pour le marché belge, mais à l'époque, les Belges ont été pionniers pour me permettre d'être artiste. Et la Belgique, c'est ça. Voilà. C'est un lieu de propulsion, quelque part. Ce sont des gens, des sociétés. Quand je me promène, j'ai ma maison de création vers la place Brugman. Je me promène parce qu'il y a je suis amoureux de l'architecture et de ces belles architectures style Beaux-Arts, Art Nouveau, etc. Il y a des tableaux de partout. Ici, il y a une culture de l'art pour l'art visuel. C'est très très marqué. C'est quelque chose qu'on retrouve pas, par exemple, à Lyon. C'est quelque chose. À Lyon, c'est plutôt la musique classique. C'est plutôt. Mais on n'est pas du tout, ou de la danse contemporaine. Mais ici, on est vraiment très 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 empreint d'art visuel. Par contre, vous n'aimez pas trop le surréalisme. Enfin, je sais pas si vous ne l'aimez pas, mais vous avez écrit des textes et des réflexions sur plein de sujets. Je rebondis justement, je prends la balle au bond sur cette idée de la Belgique et ce rapport belge à l'art. Le surréalisme est un mouvement artistique évidemment français, mais très belge aussi, qui est souvent accolé de façon peut-être même un peu caricaturale à cette nation. Et vous, le surréalisme, c'est pas que vous le condamnez, mais vous êtes plutôt positiviste dans votre rapport à l'art. C'est-à-dire que vous voyez ça dans l'ordre des neurosciences, dans l'ordre du rapport à l'imaginaire, mais un imaginaire construit, l'inconscient, en tout cas l'art en tant que part de rêve, la rêverie surréaliste, c'est pas quelque chose qui vous en tout cas, qui vous intéresse, mais vous n'êtes pas fondamentalement d'accord avec donc c'est intéressant. Alors je voudrais, pour les auditeurs, c'est important de recontextualiser. Absolument. Par rapport au surréalisme. C'est un monsieur qui est au départ résistant contre le nazisme, qui s'installe en Belgique et qui découvre le surréalisme.
avec des artistes comme Michaud. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour Michaud. C'est un homme extraordinaire et particulièrement Michaud et encore Michaud et donc voilà, c'est en Belgique que le surréalisme est né, etc. C'est la disparition de la lettre E, n'est-ce pas? C'est ce fameux ouvrage. Oui. Mais vous, par contre, oui, vous le condamnez quand même quelque part, le surréalisme. Alors moi c'est-à-dire qu'à l'époque on n'avait pas non plus les outils dont on dispose maintenant. Ouais. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de savoir, par exemple, le sommeil. Jean-Paul Tassin, qui est addictologue et spécialiste de la question, explique que donc comment ça se passe. En fait, le rêve, c'est quelques fractions de secondes. Quelques fractions de secondes pendant des bouffées d'apnée, d'éveil, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas de censure, c'est ce qu'il explique. C'est qu'il n'a pas le temps, l'esprit, le surmoi, comme vous le disiez, n'a pas le temps de censurer le rêve, donc ça part dans tous les sens. C'est ça, ça c'est intéressant parce que c'est complètement antinomique avec les idées reçues. On fait tout un topo des rêves d'Ali qui s'endormait avec la cuillère pour qu'elle tombe, pour se réveiller, pour peindre, etc. C'est ce que j'essaie de dire, Guillaume. Donc vous avez un rapport très rationnel, en fait, très scientifique à l'art. En tout cas, ce que vous avez pu en écrire. J'ai un rapport qui est lié à notre biologie par rapport au surréalisme et par rapport à l'art bien sûr, mais par rapport au surréalisme, c'est-à-dire que en fait on s'est trompé, on a mis beaucoup de choses qui sont remises en question et voilà, il y a des la psychanalyse n'est pas la psychiatrie, oui, tout à fait. La neurobiologie n'est pas voilà, donc c'est encore différent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, plutôt que de partir sur le carré noir sur fond blanc de Malevich, qui invente une œuvre, hein, parce que c'est une invention, c'est vrai. C'est de me dire, pourquoi on s'intéresse aux artistes finalement? Je vois pas l'intérêt personnellement. Ce qui m'intéresse, c'est de se dire plutôt qu'est-ce qu'on peut apporter aux gens. C'est ça. C'est le curseur est ailleurs. Il y a une vraie réflexion éthique, peut-être un peu trop ce que je dis, mais en tout cas, il y a une vraie réflexion, une vraie utilité à votre peinture. Il y a aussi de l'utilitarisme derrière ce que vous essayez de faire. Vous essayez d'apaiser les gens. Vous essayez d'envoyer des vibrations. C'est ça, hein. Ça se ressent. Ah oui. Vous êtes dans cette idée de la psychologie, l'effet psychologique et psychique de la couleur, des formes et surtout de la spatialisation des formes sur les gens. C'est pour ça que je me permets d'aller peut-être un peu plus profondément ici dans ce discours. C'est parce que ça explique quelque part votre travail. Votre travail, il est concentré autour de ça. Alors, je vous prie de me pardonner d'être un contradicteur. Allez-y. L'utilitarisme, c'est donner un sens pour ce qui est utile. Pour moi, c'est pas trop la question. Je pense que l'inutile est fort nécessaire, mais et puis les œuvres que je préconise, enfin que je propose, elles sont plus éthérées que des formes. En fait, les formes sont éclatées, et je vais vous dire pourquoi, parce que les travaux d'Eric Kandel, qui prix Nobel de sciences dans les années 2000, expliquent que les œuvres de Rothko, qui ont des contours non définis, vont favoriser la modulation de nouvelles neurones. Donc c'est aussi le fait de donner la possibilité aux gens d'évoluer, de s'élever en devenant plus intelligents. Donc, comme voilà. les œuvres de Mozart qui agissent également sur le cerveau. Les œuvres de Mozart font du bien. Musique, exactement. Voilà. Donc oui, vous êtes dans cette logique que l'œuvre d'art doit faire du bien. C'est quelque chose qui a une fonction
peut-être pas utilitariste, comme effectivement je l'ai dit auparavant, mais l'œuvre d'art a une fonction, et c'est rendre les gens heureux, leur faire du bien. Et leur permettre d'évoluer à travers voilà, c'est aussi un outil. C'est ça que vous appelez la neuroesthétique, ou c'est encore autre chose? Enfin, j'aimerais comprendre. Mais, repenser la relation entre l'art, l'espace, la perception humaine, affecter positivement l'environnement visuel des lieux publics, je vous cite, je cite votre site, et contribuer à une qualité perceptive apaisante pour les spectateurs. C'est ce que vous dites. Oui, tout à fait. Ça, c'est bien. C'est pas de moi, mais c'est bien. c'est ce qui est noté. Oui, ce sont des articles. Ouais, c'est ça. Petite pause dans l'émission, si vous voulez bien, et puis on se retrouve pour la deuxième partie. On se retrouve après. À tout à l'heure.